Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h19, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Nathalie Loiseau, députée européenne La République En Marche et ancienne ministre des Affaires européennes. Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour. Faut-il construire un mur face aux migrants en Pologne? L'Europe malmenée, la nouvelle menace du Covid, la campagne présidentielle, Macron, Le Pen, Zemmour, autant de sujets de questions que nous allons aborder. Alors commençons donc par cette crise, cette crise des migrants qui secoue l'Europe. Le patron de la diplomatie européenne annonce des sanctions contre ceux qui orchestrent l'afflux de réfugiés, de migrants à l'entrée de l'Europe, c'est-à-dire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Alors des sanctions contre qui et pourquoi d'ailleurs? Alors l'Europe a tapé du poing sur la table et avant même que les sanctions soient en vigueur, il semble que le dictateur biélorusse, qui est à l'origine de Loukachenko. Oui, Loukachenko, il est à l'origine de cette manipulation. C'est pas une crise migratoire, c'est une manipulation d'êtres humains. Il semble qu'il commence à reculer. L'idée, c'est de dire aux compagnies aériennes qui allaient chercher des migrants au Proche et au Moyen-Orient d'arrêter ce trafic d'êtres humains, parce que ça en est un. Et on voit les unes après les autres, la compagnie turque, la compagnie privée syrienne, la compagnie irakienne, la compagnie des Émirats Arabes Unis qui disent c'est bon, on arrête, la peur des sanctions a suffi. Et aussi tous ceux qui ont organisé tous ces trafiquants d'êtres humains, qu'ils soient biélorusses ou autres, on leur dit attention, on va cogner. Qui sont les autres alors, Nathalie Loiseau? Vous pensez à Vladimir Poutine? Alors, on sait que Loukachenko, le dictateur biélorusse, qui se maintient au pouvoir après des élections truquées, n'est là que par le soutien de Vladimir Poutine. Alors Vladimir Poutine nous dit c'est pas moi, j'ai rien fait. Je pense qu'il n'ignore rien de ce qui se passe en Biélorussie. Et j'allais dire, prenons-le au mot, comme l'a fait Emmanuel Macron, qui a parlé longuement avec lui hier. Il lui a dit, si vous n'avez pas créé la crise, au moins aidez à la résoudre. Dites à Loukachenko d'arrêter cette manipulation. On a appelé ça une attaque hybride. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est une attaque agressive, inamicale, par des moyens qui ne sont pas militaires contre l'Union européenne, en convainquant des malheureux de venir en Biélorussie et d'essayer de rentrer en Pologne pour aller en Allemagne. C'est une crise créée de toutes pièces. Pourquoi? Parce que l'Europe avait déjà été très ferme vis-à-vis de Loukachenko, dans la mesure où il a volé des élections, où il y a des centaines de prisonniers politiques en Biélorussie, certains torturés. L'Union européenne avait tapé du poing sur la table. Il essaye de se sortir de la pression qu'on a mise sur lui. On remet la pression et maintenant, il ne lui reste plus qu'à reculer. Et le dialogue avec Vladimir Poutine, vous qui êtes à l'Europe, en fait, à l'échelon européen, mais vous avez été ministre aussi des Affaires européennes, est-ce qu'on peut avoir un dialogue constructif avec Poutine? Parce que c'est lui qui est derrière, c'est ce que vous avez sous-entendu là. Alors, en tout cas, c'est notre voisin. Donc on ne peut pas ne pas se parler. Oui. Rappelez-vous que même en pleine guerre froide, on parlait à l'Union soviétique pour limiter les dégâts, pour contenir l'agressivité et, si possible, pour se mettre d'accord sur ce qu'on appelle une désescalade, c'est-à-dire faire baisser la tension. Il faut le faire, mais il ne faut pas le faire de manière naïve, il ne faut pas le faire de manière servile. Moi, je suis un peu exaspérée quand j'entends de manière récurrente Madame Le Pen nous dire qu'il faut dialoguer avec Poutine. On sait que Madame Le Pen aime beaucoup Vladimir Poutine. On sait que le Rassemblement national passe tout à la Russie de Vladimir Poutine. C'est-à-dire passe tout. Écoutez, vous avez des preuves pour dire ça? De toute manière, pour l'instant, ils ne sont pas au pouvoir en plus. Ces députés européens au Parlement européen, ceux du Rassemblement national, Monsieur Mariani par exemple, il se rend régulièrement en Russie, y compris en Crimée occupée par les Russes, territoire ukrainien occupé, et il dit pas du tout, ça a toujours été russe, les élections sont parfaitement transparentes, un modèle de démocratie, c'est ce que j'appelle moi tout passer à Poutine. C'est sûrement pas comme ça qu'il faut se comporter avec un régime autoritaire qui est à l'origine de campagnes de désinformation en Europe, de cyberattaques en Europe, et qui a au mieux laissé faire, voire pire, aidé à la crise à laquelle on assiste à la frontière européenne aujourd'hui. Bon, est-ce qu'il faut aller jusqu'à la construction d'un mur à la frontière de la Pologne? La Pologne envisage de le faire en se disant il faut qu'on se protège.
à la Et fois, qu'elle protège l'Europe. Hein. à la fois, je comprends la réaction des Polonais qui se sentent attaqués, assaillis. Souvenons-nous que Loukachenko avait dit « j'enverrai des migrants, j'enverrai de la drogue, j'enverrai des terroristes et j'enverrai des armes ». Donc je comprends. Et en même temps, il y a un côté tragique de l'histoire. Souvenons-nous aussi que la Pologne, malgré elle, était de l'autre côté du rideau de fer. Ce rideau de fer qui avait été imposé par l'Union soviétique à toute l'Europe de l'Est avant la chute du communisme. Ouais. Aujourd'hui, c'est la Pologne qui reconstruit un mur pour se protéger d'un dictateur proche de Poutine. Je serai la dernière à lui jeter la pierre, parce qu'elle est dans une situation compliquée. L'Union européenne est comme quoi, finalement, quand on se moquait pour certains de Trump qui voulait construire un mur au Mexique, finalement, il faut regarder et balayer devant sa porte. Écoutez, un petit peu, quoi, non ? Il n'y a rien de comparable. Le Mexique, le Mexique n'avait pas décidé d'attaquer les États-Unis. Non, bien sûr. C'est très différent. Et puis, il y a aussi autre chose. Oui, mais c'est un mur, quoi qu'il en soit, c'est un symbole fort. Il y a aussi une urgence humanitaire. Je ne dis pas qu'il faut accueillir les milliers de personnes qui se sont massées à la frontière biélorusse, tout simplement parce que je ne sais pas qui c'est. Oui. Mais je dis qu'il est urgent de les mettre à l'abri. Ce qu'a fait Loukachenko est particulièrement cynique. Pardonnez-moi du terme, mais c'est dégueulasse. Alors, qu'est-ce que l'on fait de ces migrants, Nathalie Loiseau, en un mot, quoi, justement ? Il faut les mettre à l'abri. C'est-à-dire que, par exemple... les mettre à l'abri du côté européen ou alors les renvoyer dans leur pays ? Là où ils sont... C'est-à-dire leur donner du chauffage, leur donner du chauffage, leur donner à manger, leur donner des médicaments parce que certains sont malades. Il y en a qui sont morts de froid. Il faut voir ce que c'est qu'une forêt en Biélorussie au mois de novembre. Et puis ensuite, il faut raccompagner la plupart d'entre eux qui n'avaient pas vocation à venir en Europe. Si parmi eux, il y a des gens qui sont véritablement des réfugiés... Mais leur pays, l'Irak par exemple, etc., ne vont pas forcément les accepter en fait de nouveau fois-ci. Alors, détrompez-vous, parce que la diplomatie européenne est très active depuis quelques jours. C'est pour ça quand je dis l'Europe tape du poing sur la table, elle s'est réveillée et je m'en réjouis parce que j'attendais ce réveil d'une Europe politique. Qui était impuissante jusqu'à présent. Écoutez, pas tant que ça. Face aux migrants qui ont déferlé il y a quelques années, en 2015... Alors je vais vous dire, c'est pas l'Union européenne, c'est pas le drapeau bleu avec des petites étoiles qui était impuissant. C'était les pays qui étaient désunis entre eux. Et parmi eux, un pays comme la Pologne, qui disait, moi je suis pas un pays de première entrée de migrants, donc je m'en fiche, débrouillez-vous. Je pense qu'aujourd'hui, la Pologne en vient à réfléchir différemment. Et quand vous voyez les sondages, la population polonaise demande très largement que la Pologne accepte l'aide de l'Union européenne qu'elle avait refusée. Je pense vous dites que c'est une victoire de l'Europe, quoi. Je dis simplement qu'il y a une Europe politique qui est en train de se construire, comme d'habitude dans les crises, comme d'habitude qu'à un cas. Pourquoi ? Parce qu'on est 27. Parce qu'on est 27 nations qui devons décider ensemble de faire des choses en commun. C'est pas toujours si évident. Il y a des choses qu'on fait très bien parce qu'on a déjà décidé de partager notre souveraineté. On a besoin de plus d'Europe plutôt que de laisser des pays tirer à U et à Dia. Et que alors les ça, autres c'est votre avis. Tout le monde n'est pas de cet avis d'avoir plus d'Europe, Nathalie Loiseau, et notamment aussi sur la souveraineté qui revient dans le débat à l'occasion de la présidentielle, y compris d'ailleurs dans votre camp, où certains l'évoquent aussi. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse remettre en cause la primauté du droit européen sur les règles nationales ? Alors, non, parce que le droit européen, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose que nous décidons en commun de manière volontaire. Le droit européen, c'est par exemple les normes qui vous permettent d'être certain que ce que vous mangez est de bonne qualité. En Europe, en moyenne par an, dans toute l'Europe, il y a peut-être 40 crises alimentaires. C'est-à-dire quelque chose qui a fait que, quelque part, on s'est intoxiqué. En Chine, dans la même période de temps, en un an, il y en a 40 000. Qu'est-ce que vous voulez ? Le droit européen ou pas le droit européen ? Ça, c'est un bon exemple. Il y a d'autres exemples qui montrent que, par exemple, pour votre politique économique ou votre politique de justice, vous avez du mal à prendre des décisions parce que vous n'êtes pas forcément en règle aussi avec l'Europe qui prend d'autres décisions et qui ne s'adapte pas. Alors, l'Europe, c'est qui ? C'est les ministres et chefs d'État et de gouvernement, donc des élus. Emmanuel Macron, Angela Merkel et bientôt Olaf Scholz, etc. etc. Je ne vais pas vous les décrire les 27. D'un côté, qui... co-décide avec des parlementaires européens, nous, 705, qui sommes également élus au suffrage universel direct. Donc
lois européennes, ce qu'on appelle les directives, etc., moi je les assume complètement. C'est totalement démocratique. Rien ne nous force à prendre ces décisions. Quand nous les prenons, c'est que nous avons une bonne raison de les prendre ensemble. Et je peux vous dire, c'est pas si simple, ça se fait pas en un claquement de doigts, dans un bureau fermé. Est-ce qu'on peut revoir des choses aussi? C'est ce que sous-entendu Michel Barnier, par exemple, qui propose, de revoir notre souveraineté juridique, notamment en matière d'immigration. Michel Barnier propose quelque chose de grave, et je suis très mal à l'aise parce que j'ai beaucoup travaillé avec Michel Barnier, notamment sur le Brexit. Il a passé 4 ans à dire aux Britanniques, la Cour de justice de l'Union européenne et ses décisions, c'est pas négociable, c'est l'épine dorsale du fonctionnement de l'Europe. Et du jour au lendemain, parce qu'il est dans une primaire et qu'il s'adresse à des militants LR, il dit le contraire. Je peux vous assurer. Est-ce que vous croyez que c'est ça, ou c'est parce qu'il a du recul et parce qu'il a vu de près aussi le fonctionnement des institutions et qu'il voit aussi les conséquences d'une certaine politique? Je crois qu'il a vu de près Boris Johnson et qu'il s'imagine que c'est comme ça qu'on gagne une élection. Moi, je suis désolée d'entendre ça, parce que Boris Johnson dit tous les jours maintenant, ce bon vieux Barnier, il dit que la Cour de justice, on s'en fiche. Mais le droit européen, c'est les droits des Européens, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui fait qu'on ne vit pas dans un pays autoritaire qui prend des décisions à l'emporte-pièce. Le droit, la justice, la Cour de justice, elle applique le droit. Si le droit ne nous va pas, on le change. Quand il y a quelque chose qui a été mal conçu par les Européens, on le change. On donne souvent l'exemple, par exemple, la directive sur le temps de travail en Europe. Elle a un gros défaut, moi je peux vous en parler puisque je m'occupe de défense, c'est qu'elle est censée s'appliquer plus ou moins aux militaires, aux sapeurs-pompiers. Ça a été mal foutu, pardon de le dire comme ça s'est passé il y a des années, c'était sous le gouvernement de M. Balladur. D'ailleurs, c'était les ancêtres des Républicains. Bon, ça a été mal fait. Il faut qu'on le refasse. Moi, je ne vais pas dire on va pas... Non, mais c'est ça, il y a des choses qu'on peut refaire, qu'on peut revoir, Nathalie Loiseau. Est-ce que les lois qu'il faut refaire, c'est pas les juges à qui il faut reprocher d'appliquer la loi. Moi, j'aime bien quand les juges appliquent la loi et quand ça n'éloigne pas. Éric Zemmour propose de sortir de la Cour européenne des droits de l'homme. Écoutez, Éric Zemmour, si j'ose dire, n'en rate pas une. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est ce qui nous permet d'être certains qu'on ne subit pas un abus. Que du jour au lendemain, un gouvernement n'importe où dans une Europe élargie, puisque c'est le Conseil de l'Europe, c'est pas seulement les 27, c'est 47 pays, vous n'êtes pas emprisonné de manière arbitraire. Pourquoi voudrait-il sortir de ça? Avec quelle arrière-pensée? Qu'est-ce qui le gêne dans l'idée peut-être parce que ce n'est pas adapté à chaque fois aussi à chaque situation dans chaque pays, quoi, qui n'a pas forcément. J'aimerais bien qu'il nous donne des exemples. D'accord, on lui posera la question. Moi, je vais vous dire, quand la France est critiquée par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est au sujet de la surpopulation carcérale. Est-ce qu'ils n'ont pas raison de dire que nos prisons sont surpeuplées et qu'on devrait faire les choses autrement? Je crois qu'ils ont raison. Il nous reste une petite minute, Nathalie Loiseau. Est-ce que vous auriez signé ce texte de femmes, de gauche notamment, qui appellent le monde politique à écarter les hommes politiques qui sont suspectés ou qui sont condamnés de violences sexuelles ou de viol? Je crois qu'il faut être intraitable sur les violences sexuelles. Absolument intraitable dans tous les milieux, la politique et ailleurs, parce que dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de milieux, il y a des violences sexuelles. Il y a 3 choses qui me gênent dans ce texte. D'abord, c'est qu'il n'y a que des femmes, qu'il n'y a que des femmes de gauche. On ne me l'a pas proposé. Il n'y a pas d'hommes. Et si on veut lutter contre les violences sexuelles, il faut que les hommes soient à bord. Et que c'est un texte qui parle de suspicion. Et moi, je ne suis pas dans une société de la suspicion. Quand il y a des condamnations, quand il y a eu des preuves qu'il a commis des violences sexuelles, je serai intraitable. La société de la suspicion, c'est détestable. Merci Nathalie Loiseau.